La matière est dense, donc je vais m'efforcer de ne pas être trop long, mais il y a quand même, je vous préviens tout de suite, un nombre important d'informations à donner et à mettre en discussion. Alors tout d'abord, merci aux camarades qui permettent la retransmission de cet exposé. Vraiment, merci du fond du cœur parce que c'est important, ça nous aide beaucoup. Je tenais d'abord à le dire. Et puis, une précision, puisque tu as évoqué l'ouvrage « L'État et la Révolution » qui est disponible. La Célio, donc la société d'édition, la librairie d'information ouvrière, qui se trouve à l'entrée, pour ceux qui ne connaissent pas encore, est ouverte. Donc, si vous voulez vous procurer un certain nombre d'ouvrages, notamment « L'État et la Révolution », mais d'autres également, eh bien, les locaux de la Célio vous sont ouverts et vous pouvez me croire sur parole, très très bien accueillis. Alors, Astrid l'a dit, elle a raison. Quelques mots d'abord pour présenter l'intitulé de ce cercle d'études que la section française de la 4e internationale a décidé de constituer pour toute une série d'exposés portant sur les ouvrages fondamentaux du marxisme, en vue de défendre le marxisme, parce que je pense que c'est absolument indispensable. Et le nom que l'on a donné à ce cercle d'études, c'est le nom de Pierre Lambert. Alors tout le monde ne sachant pas qui est nécessairement qui est Pierre Lambert, il me revient d'en parler. Alors je vais m'efforcer d'être rapide et je vais me concentrer sur 2 points, parce que vous comprenez bien qu'il est impossible de refaire l'ensemble du parcours de Pierre Lambert, dont la vie se confond étroitement, et j'allais dire même totalement, avec celle d'un militant et d'un dirigeant de la 4e internationale. 4e internationale qui, je le rappelle, a été fondée par Trotsky en 1938. Alors, Pierre Lambert, tout d'abord, fait partie de cette génération de militants et de dirigeants qui a tenu le fil et qui a assuré la continuité du marxisme, du bolchevisme, dont la 4e internationale est l'héritière, et qui a assuré la continuité de la 4e internationale. Ce, il faut le dire, il faut le préciser, dans des conditions très difficiles, où les militants trotskistes, les militants de la 4e internationale, étaient en butte à la répression stalinienne. Alors il a fallu se battre âprement, il a fallu combattre la pression sur nos rangs terrible, énorme, de l'appareil stalinien, et je l'ai dit, Lambert fait partie de cette génération de militants révolutionnaires qui a assuré la continuité de la 4e internationale. Il a contribué et il a permis par son action à rompre l'isolement et l'exclusion au sein de notre propre classe auquel la direction stalinienne en particulier prétendait condamner les militants trotskistes et donc la 4e internationale. Et ce combat, qui est le combat, je l'ai dit, de toute une vie, c'est évidemment un combat qui se confond avec la construction du Parti révolutionnaire pour aider la classe dans sa lutte pour son émancipation, et c'est ce combat qui a permis que soit reproclamée la 4e internationale en 1993. Alors j'ai bien conscience, en disant tout cela, d'énoncer des généralités. Et pour vous donner un exemple qui permettra de saisir plus concrètement, je pense, le combat, l'engagement de Pierre Lambert, je voudrais en donner un exemple. Et pour ça, je vous propose de faire, si vous le permettez, un bond en arrière et de revenir à 1958. 1958 sont instaurés, à la faveur d'un coup de force, à froid, j'y reviendrai, il faut appeler les choses par leur nom, il faut appeler un chat, à la faveur d'un coup d'État, sont instaurées les institutions de la Ve République, dont les derniers développements viennent une nouvelle fois de montrer le caractère autoritaire, de plus en plus d'ailleurs nettement autoritaire, et antidémocratique. Alors, qu'est-ce qui se passe en 1958? Je l'ai dit, ces institutions ne viennent pas de nulle part, elles sont issues d'un coup d'État. Le pouvoir, à l'époque, au sommet des institutions de la 4e République finissante, eh bien, est totalement empêtré dans la guerre d'Algérie, totalement paralysé par la crise qu'il ronge, une crise qui est d'ailleurs elle-même nourrie par les développements de la lutte de classe.
Et la bourgeoisie, tout du moins une fraction conséquente d'entre elles, en tire la conclusion suivante. Il faut sortir de cette paralysie, il faut donc faire appel à un homme fort, issu de ses rangs, un Bonaparte, un militaire. Ce militaire, c'est pas n'importe lequel, c'est le général de Gaulle. Il se trouve que de Gaulle se prépare depuis des années, qu'il est soutenu par l'armée. Et donc, il va opérer ce que j'ai appelé à l'instant un coup de force à froid. Pourquoi à froid? Parce que dans la foulée de son coup de force, il instaure donc ce régime, je l'ai dit, d'inspiration bonapartiste, autoritaire, antidémocratique, qui dote le chef de l'État de pouvoirs exorbitants. Coup de force à froid parce qu'au même moment, les directions du mouvement ouvrier cèdent sans même livrer le combat. Alors nécessairement, la classe est sonnée, elle est assommée, en tout cas, elle a subi un revers et elle a subi un choc. Lambert et les militants regroupés au sein de la section française de la 4e internationale, à l'époque ils sont quelques dizaines seulement, mais ils sont armés d'un programme qui est celui de la 4e internationale et ils portent une appréciation nette sur la situation. Oui, la classe a subi un revers, la lutte de classe momentanément, disent-ils, va refluer, mais momentanément justement. Ce reflux de la lutte de classe sera momentané, elle va nécessairement ressurgir, les contradictions de classe vont ressurgir, disent-ils, et à un niveau, à un degré encore plus élevé, et se diriger vers celui qui concentre justement tous les pouvoirs entre ses mains. Et si ce diagnostic est exact, eh bien, cela signifie qu'il convient de s'y préparer. Alors au passage, les faits donneront raison à cette appréciation de la section française de la 4e internationale, parce que 5 ans plus tard, c'est la grève des mineurs de 1963, et puis 10 ans après, c'est la grève générale la plus puissante que ce pays ait connue, de 1968, et qui portera un coup sévère aux institutions de la Ve République, toujours en place, mais aujourd'hui totalement décomposées, mais qui leur portera un coup sévère parce que cette grève générale empêchera à ces institutions d'aller à leur terme, et en particulier d'accomplir ce qui est l'essence d'institutions bonapartistes, c'est-à-dire intégrer les organisations de la classe ouvrière, ces organisations syndicales, et d'en faire des rouages de l'appareil d'État, de la machine de l'État. Et donc, je le disais, en 1958, c'est cette poignée de militants trotskistes dit il faut se préparer à ce qui vient. Et se préparer à ce qui vient, eh bien, les amène à prendre une décision. Cette décision, c'est laquelle? C'est de décider la publication d'un hebdomadaire. Tribune libre de la lutte de classe. Et cet hebdomadaire, vous êtes un certain nombre à le connaître. Ceux qui ne le connaissent pas, je ne peux que vous inviter à l'acheter, puisqu'il existe toujours, et on fait tout pour qu'il continue. C'est Information ouvrière. J'insiste sur le terme de tribune libre de la lutte de classe. Tribune libre de la lutte de classe parce que Lambert et les militants trotskistes, et c'est notre méthode, disent notre programme est connu, c'est celui de la 4e internationale. Nous ne le cachons pas, nous militons pour ce programme. Mais nous n'en faisons pas une condition. Il s'agit, comme je viens de le dire, de se préparer, et donc il s'agit de regrouper tous les militants, tous les travailleurs qui, on est en 1958, je l'ai dit, la classe vient de subir un choc. Tous les militants qui entendent rester fermement et camper sur le terrain de l'indépendance de classe vis-à-vis de l'État, vis-à-vis de ses institutions, camper sur le terrain de la lutte de classe et qui entendent agir et intervenir dans la lutte de classe. Eh bien, camarades, cette méthode pour construire un parti révolutionnaire, pas pour guider la classe, ça, il n'y a que ceux qui croient dans les prophètes, et nous n'y croyons pas, qui pensent qu'un parti peut guider la classe, mais un parti pour aider la classe dans son combat, pour s'ouvrir les voies de son émancipation, pour l'aider à surmonter les obstacles et à les briser. Eh bien, cette méthode, c'est la nôtre, c'est celle de Lambert, c'est celle de la 4e internationale, et la meilleure preuve de l'existence de cette méthode, c'est déjà le fait que nous soyons ici réunis, et c'est, je l'ai dit, l'existence d'Information ouvrière qui est véritablement le fil à plomb
de notre politique depuis 1958, alors dans des situations qui bien évidemment ont évolué. Et je tenais à donner cet exemple pour vous donner un exemple concret, vivant, de qui était Lambert. Alors, j'arrête ici parce que sinon je peux continuer pendant des heures et ce n'est pas l'objet de l'exposé. L'exposé qui m'a été confié, comme Astrid vous l'a dit, et puis de toute façon vous le savez puisque vous êtes là et que vous avez lu l'invitation, c'est un ouvrage bien particulier, un ouvrage fondamental, L'État et la Révolution de Lénine. Alors quand on en connaît le contenu, on peut se dire c'est quand même un peu paradoxal que celui à qui on a confié le soin de faire un exposé, de rapporter sur cet ouvrage de Lénine, c'est un député. C'est-à-dire quelqu'un qui se retrouve de fait au cœur des institutions de l'État, puis pas n'importe quelles institutions, puisque c'est celle de la Ve République, et que dans ces institutions, le Parlement, il ne compte pas toujours pour grand-chose. Je ne reviens pas sur ce qui s'est passé récemment. Alors ce paradoxe, ou ce paradoxe apparent, je pense qu'en réalité, il peut être dépassé assez vite, dès lors qu'on reste, c'est une règle que je m'efforce de m'appliquer, je ne suis pas le seul d'ailleurs, parce que le groupe parlementaire auquel j'appartiens, le groupe La France Insoumise, pratique la même discipline, si je puis dire, dès lors qu'on reste parfaitement lucide par rapport à la nature de l'État, à ce qu'est l'État, à ce que sont les institutions, ces institutions-là en particulier, et dès lors qu'à partir de là, on s'efforce d'utiliser cette place, y compris pour subvertir le fonctionnement de ces institutions, et j'y reviendrai tout à l'heure parce que les derniers développements nous en ont donné un certain nombre d'illustrations. Et puis, d'une certaine manière, la place que j'occupe depuis peu, parce que ça fait un an, et je suis tout sauf un député professionnel, et je ne tiens pas à l'être, je vous rassure tout de suite, cette place que j'occupe donne d'une certaine manière sur la situation un poste d'observation. Alors ce n'est pas nécessairement le meilleur, mais en tout cas on est au cœur des institutions, on est au cœur des institutions de l'État. Alors quelques mots rapides quand même sur la situation, je suis sûr que dans la discussion on sera amené à y revenir. C'est une banalité, je pense. Je ne vais pas refaire le bilan de ce qui s'est passé les semaines et les mois qui viennent de s'écouler. Mais au moment où on parle, je pense que c'est une banalité de dire que ce pouvoir, que ce gouvernement est bel et bien déterminé à avancer coûte que coûte, à poursuivre le cours de sa politique destructrice. Ce faisant, d'ailleurs, il suit une pente, on le voit bien, de plus en plus autoritaire. On a vu hier, je pense que certains d'entre vous y étaient au rassemblement pour protester contre cette décision, le gouvernement au Conseil des ministres a décrété la dissolution des soulèvements de la terre. Ils ont la dissolution un peu sélective parce que je ne sais pas si une organisation a été derrière le fait que la baraque du maire de Saint-Brévin est cramée récemment, mais eux, manifestement, ils n'ont pas été inquiétés. Depuis que Macron est au pouvoir, c'est la 30e organisation qui est dissoute. Ça donne quand même une petite indication de la nature de ce pouvoir, de ce gouvernement, qui par ailleurs, on le voit bien, traite le Parlement, traite les organisations syndicales absolument comme des paillassons et comme des serpillières, et indique de toute façon je continue. D'ailleurs, à ce passage, je dois dire que parfois, je suis un peu surpris quand même, à la lecture de certains textes signés par certains dirigeants syndicaux. Je suis tombé notamment l'autre jour sur une tribune de la dirigeante de la CGT, Sophie Binet, ou à la lecture de certains textes qui sont signés par les organisations syndicales. On parle de l'un d'entre eux dans Information ouvrière cette semaine. Il porte sur les accidents de travail et les maladies professionnelles. C'est une attaque en règle contre la Sécu, il faut bien dire les choses. Je suis un peu surpris, je dois le dire, parce que je citais Sophie Binet, elle fait partie de ces dirigeants syndicaux qui disent on refuse de tourner la page. Tant mieux, je préfère qu'elle dise ça que l'inverse. Hein. Et ça me va parfaitement. Le problème, c'est qu'on refuse de tourner la page, d'accord, mais dans le même temps, on a un peu le sentiment que certains aimeraient bien quand même retrouver leur place au sein des institutions pour pouvoir dialoguer. Le problème, c'est que c'est dialoguer, négocier quoi? Comme j'ai dit, ce gouvernement, de toute façon, traite les organisations et le Parlement
comme des paillassons, comme des serpillières. Bon, donc un élément de réflexion que je livre parce que ça fait quand même partie de la situation. La situation, évidemment, se ramène pas à ce seul facteur. Moi, il y a un élément qui me frappe, qui peut sembler étonnant, étant donné ce que je viens de dire. Bien évidemment, ils sont déterminés à avancer, mais en même temps, ce pouvoir est extrêmement faible. Ce pouvoir sort très abîmé de ce qui s'est passé pendant des semaines et des mois, qui a été marqué par la résistance acharnée de la classe ouvrière et de la jeunesse de ce pays. Et où rien, quand même, disons-le, ne s'est passé comme prévu. Ils sortent très esquintés, et d'ailleurs le fait même que ce pouvoir ne puisse avancer que par le recours systématique au passage en force est une indication de cette fragilité. Mais surtout, moi, ce qui me laisse pantois, je dois le dire, c'est l'état d'esprit de la classe. Parce que le fait même que, alors que Macron ne cédait pas, alors qu'il restait inflexible, et que tout indiquait qu'il entendait bien rester inflexible, les mobilisations se soient poursuivies et aient eu ce caractère massif. Les dégâts que cette mobilisation, cette résistance de la classe appuyée sur ces organisations a infligé aux institutions, tout ça est un élément de la situation, et de ça, il ressort quoi? Eh bien, il ressort que la classe ouvrière aujourd'hui, c'est du moins mon sentiment, c'est du moins mon appréciation, n'est pas du tout écrasée, n'est pas du tout démoralisée. J'ai tendance à considérer à l'inverse que sa volonté de se battre eh bien, est intacte, et j'ai tendance à considérer aussi que la brutalité des attaques en cours, celles qui se préparent, par exemple lundi à l'Assemblée s'ouvre la discussion sur la loi sur le partage de la valeur qui va entraîner toute une vague d'attaques supplémentaires contre la sécurité sociale. Y compris la brutalité de ces attaques peut contribuer à, comment dire, il y a une colère et une haine contre le pouvoir qui est très importante, on le voit tous, qui non seulement ne reflue pas, mais qui s'amplifie. Et la brutalité de ces attaques peut contribuer, je pense, à la faire grandir. Et pour conclure là-dessus, je pense vraiment, tout ça m'incline à penser qu'une nouvelle explication de gravure est devant nous. Et je disais tout à l'heure, à propos de Lambert en 58, il convient de se préparer à ce qui vient. Eh bien oui, camarades, il convient de s'y préparer. Et les exposés qu'on anime en ce moment s'inscrivent dans ce cadre. Alors, on le voit, il y a beaucoup d'aspects de la situation, je pense, qui résonnent avec l'objet et avec le contenu de l'ouvrage de Lénine, l'État et la Révolution. Et maintenant, je vais rentrer dans le vif du sujet, du coup. Tout d'abord, un mot très rapide de contexte. Lénine écrit ce texte, c'est d'ailleurs assez incroyable qu'il ait trouvé le temps de revenir sur les fondamentaux du marxisme en pleine incandescence et dans le feu de la révolution de 1917. On est à un moment où la question centrale, lorsqu'il écrit ce texte, lorsqu'il écrit l'État et la Révolution, où la question centrale, c'est bel et bien la question de l'attitude des révolutionnaires vis-à-vis de l'État. Vous avez d'un côté des partis qui se réclament d'ailleurs du marxisme, qui se réclament de la révolution, qui se revendiquent révolutionnaires, les mencheviks, les socialistes révolutionnaires, qui ont choisi de pactiser avec le gouvernement provisoire. Qui adopte une attitude conciliatrice vis-à-vis du gouvernement provisoire, le même qui refuse de mettre fin à la guerre, le même qui refuse de donner la terre aux paysans, donc qui tourne le dos aux revendications urgentes des masses d'ouvriers, de paysans, de soldats qui se sont soulevés et qui se sont dotés en plus de leurs propres organes, les soviets. Lénine, lui, arrive à une conclusion, à une orientation radicalement opposée et complètement inverse, s'appuyant justement sur les acquis du marxisme, sur le combat permanent du marxisme. Il pose comme perspective la nécessité de la prise du pouvoir par la classe ouvrière, formule qui se ramène d'ailleurs dans la formule célèbre de tout le pouvoir aux soviets. Et quelques mois après, c'est l'insurrection qui porte au pouvoir les bolcheviks en octobre 17. Ça, c'est pour le contexte dans lequel est écrit cet ouvrage. Mais en réalité, cette question de l'État, elle est au centre, elle n'est pas simplement au centre des développements au moment où il est écrit,
En réalité, cette question de l'État, elle traverse en permanence le mouvement ouvrier. D'une part parce que c'est le premier obstacle auquel la classe ouvrière, dans son mouvement pour son émancipation, mais aussi pour ses revendications, j'allais dire quotidiennes, se heurte. Je ne vais pas vous refaire le film des dernières semaines et des derniers mois. Les 49.3 en cascade, la répression systématique, y compris contre des manifestations et des casserolades parfaitement inoffensives, déclenchées en particulier après le 49.3 par le pouvoir et le gouvernement de Macron, si ce n'est pas directement et très concrètement l'obstacle de l'État, j'aimerais bien qu'on m'explique de quoi il s'agit. Mais de la même manière, cette question de l'État, c'est l'obstacle ultime auquel la classe se heurte quand, dans une crise révolutionnaire, se pose la question du renversement de la classe capitaliste et donc la nécessité de s'emparer du pouvoir d'État. Alors, il faut partir du point de départ, c'est encore le plus simple, et se poser une question simple. Qu'est-ce que c'est que l'État? Qu'est-ce que c'est que l'État? Est-ce que c'est une organisation? D'ailleurs, j'ai vu que cette question faisait partie des questions à partir desquelles l'invitation que vous avez reçue a été conçue. Est-ce que c'est une organisation neutre? Est-ce que c'est un arbitre au-dessus des partis, au-dessus des classes en présence, aux intérêts antagonistes, aux intérêts opposés? Il faut dire qu'il y a un certain nombre de formulations très courantes qui nous incitent à penser ça. Par exemple, on nous parle régulièrement d'intérêt général. On nous dit que la loi, c'est l'expression de l'intérêt général. Camarades, écoutez, le 49.3, c'est la loi. Hein. Le 49.3, dans le cadre de ces institutions, c'est la légalité de ces institutions. Et c'est même tellement la légalité de ces institutions que ce gouvernement, qui les aime beaucoup, a utilisé 11 fois le 49.3 en l'espace de quelques mois. Mais c'est la loi, c'est la légalité. Mais c'est une légalité qui permet quoi? C'est une légalité qui permet à un pouvoir minoritaire dans le pays. Personne ne voulait de sa réforme, et personne n'en veut toujours pas. Minoritaire au Parlement, qui ne l'a pas voté. Ce pouvoir minoritaire peut ainsi faire passer sa décision et faire passer sa réforme dont personne ne veut. C'est la légalité, c'est la loi. Intérêt général, déjà, on a un peu du mal à voir. Mais je poursuis. La réforme en question, c'est quoi? Je ne vais pas vous faire un tableau de ce que c'est que la réforme des retraites de Macron, mais enfin, il obéit en cela à ses commanditaires. Et ces commanditaires, c'est qui? C'est directement les sommets du capital financier, auquel par ailleurs il se trouve, ça tombe bien pour lui, il est directement relié. Donc ça, c'est quelques exemples. C'est pour faire un sort, en quelque sorte, à cette histoire d'intérêt général dont la loi, en quelque sorte, serait l'expression. C'est pour faire un sort à toutes les mystifications qui entourent l'État. Mais alors, du coup, c'est quoi? Déjà, je pense qu'il faut se débarrasser d'une idée qui est fausse, selon laquelle l'État aurait toujours existé. Non, l'État n'a pas toujours existé. Il n'a pas existé de toute éternité, et des sociétés, là je cite Engels, ont existé qui n'avaient aucune idée de ce qu'était le pouvoir d'État. Alors je ne vais pas m'étendre, je ne vais pas rentrer dans les détails qui feront l'objet d'un exposé ultérieur portant sur un ouvrage absolument remarquable et fondamental qui est l'origine de la propriété privée, de la famille et de l'État, où Engels revient justement en détail, le titre donne le contenu tout simplement de l'ouvrage. Des sociétés n'ont jamais connu le pouvoir d'État. Des tribus, des clans fondés sur la propriété collective ignorent tout de la propriété privée et ignorent donc tout de ce qu'est l'État. En réalité, l'État naît à un moment précis du développement de l'humanité et du développement des forces productives. Je vais y revenir. L'État naît, il surgit plus exactement au moment où apparaît la division de la société en classes sociales, et en classes sociales aux intérêts opposés. L'évolution de l'humanité, la croissance, le développement des forces productives liées en particulier à la découverte
ça remonte à loin, mais liées en particulier à la découverte de l'agriculture, de l'élevage, à la découverte et à l'exploitation de minerais pour les outils, pour les armes également, a entraîné un saut, un changement qualitatif du point de vue de l'histoire des sociétés humaines. D'une économie de subsistance, on est passé à une économie dégageant des surplus, dégageant un surproduit. Mais dès lors que vous dégagez des surplus et que vous dégagez des surproduits, donc des produits en quantité supérieure à ce dont la communauté a besoin pour sa subsistance immédiate ou à des délais assez courts, alors, inévitablement, des différenciations sociales apparaissent. Et dès lors, et avec ces différenciations sociales, apparaissent des classes sociales aux intérêts antagoniques et des rapports sociaux d'exploitation apparaissent. Et Engels a cette formule, avec la division des sociétés en classes, l'État devient une nécessité. Oui, l'État devient une nécessité pour assurer l'ordre, c'est-à-dire l'exploitation d'une classe dominée par une classe dominante. Et l'État est donc inséparable de rapports sociaux, de rapports de production dont il vise à assurer le maintien. Je vais très vite dans le panorama, mais par exemple, l'État antique, c'est l'État permettant l'exploitation par la classe des maîtres dominante, possédant les moyens de production, essentiellement le sol, la propriété foncière, donc permettant l'exploitation par les maîtres de la main-d'œuvre servile, des esclaves. L'État féodal, c'est l'État qui permet, qui assure l'exploitation de la classe des serfs par la classe des seigneurs, par la noblesse qui possède la propriété foncière. Et l'État bourgeois, l'État capitaliste, c'est celui qui assure, et j'y reviendrai, mais j'y insiste déjà, quelle que soit la forme que prend la domination politique de la bourgeoisie, qui assure la dictature du capital sur ce que Lénine appelle dans l'État et la Révolution l'esclavage salarié. C'est donc l'exploitation de la classe, par la classe capitaliste de la classe ouvrière, du salariat, qui est, comme vous l'avez vu dans l'exposé sur le manifeste du Parti communiste, la seule classe révolutionnaire parce que c'est cette classe qui n'a que ses chaînes à perdre. Alors, pour résumer, avec la division de la société en classes, surgit donc cet organisme qu'est l'État, qui progressivement s'élève au-dessus de la société et qui lui devient de plus en plus étranger, et dont la fonction, je l'ai dit, mais je le répéterai, est d'assurer la domination de la classe dominante. Comment ? Qu'est-ce qui nous permet de dire que l'État est cet organisme qui assure cette fonction de domination et qui s'élève au-dessus de la société et lui devient de plus en plus étranger ? Dans l'État et la Révolution, au début de l'État et la Révolution, Lénine, mais il utilise en cela les acquis des ouvrages du marxisme qui l'ont précédé, l'État se ramène à quelques fonctions essentielles. L'État, ce sont d'abord des détachements spéciaux d'hommes armés. Ce sont ces forces chargées de la répression, et c'est cette armée qui, progressivement, au fil de l'évolution de l'État, devient une armée permanente. Cette armée permanente, au début, par exemple, sous l'État féodal, au moment où le pouvoir royal se renforce, cette armée permanente se constitue, elle est encore relativement limitée, mais elle n'a cessé ensuite de se développer pour prendre des proportions de plus en plus colossales, et aujourd'hui d'ailleurs, des proportions absolument monstrueuses. Au moment où Lénine écrit, donc en 1917, on est au cœur de la révolution russe. Ce qui a déclenché la révolution russe, c'est l'enfer, c'est l'apocalypse du premier conflit impérialiste à l'échelle mondiale. La rivalité des États impérialistes qui cherchent à se partager le monde en 1914 et qui pour cela déclenchent le conflit mondial, ces États impérialistes, dans la période qui a juste précédé le premier conflit mondial, n'ont cessé d'agrandir dans des proportions dépassant l'entendement leur arsenal militaire. Mes camarades, est-ce que ces questions-là sont des questions
qui sont derrière nous. Au moment où on parle, l'impérialisme au stade qui est le sien aujourd'hui, en totale putréfaction, l'impérialisme pourrissant, eh bien, l'armée, les dépenses militaires sont, et de loin, le premier poste de dépenses. Je vous rappelle que le montant de la loi de programmation militaire qui a été adoptée récemment à l'Assemblée nationale, alors certes c'est pour quelques années, enfin tout de même, c'est 413 milliards. Et moi je le dis tout de suite, mais je sais déjà que je vais y revenir tout à l'heure, je suis très fier, ça je peux vous le dire, d'appartenir à un groupe parlementaire qui, à l'unanimité, a voté contre la loi de programmation militaire et a voté contre tout simplement parce que ça marque un alignement total de la France derrière l'impérialisme américain. Je ne vous fais pas un dessin sur ce qui se passe en Ukraine, sur la responsabilité de l'OTAN et de l'impérialisme américain et de l'impérialisme français là-dedans, mais enfin, vous avez quand même un emballement et une escalade qui peuvent conduire au pire. Donc, je l'ai dit, l'État, et ces fonctions-là n'ont cessé, si je puis dire, de se perfectionner. On devrait dire, n'ont cessé de gagner en poids et n'ont cessé de gagner en importance. Ce sont donc des détachements spéciaux d'hommes armés. Les mesures répressives prises quasi en continu par ce gouvernement qui promet toujours plus de policiers, qui promet toujours plus de mesures toujours plus sophistiquées de surveillance, de contrôle, de coercition, nous en donne quand même une illustration. Mes camarades, vous savez, c'est pas propre à la France. Donc, ça, c'est une première indication. L'État, c'est également un corps de fonctionnaires. Alors, là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qui lui arrive à ce gars-là d'attaquer les fonctionnaires? Alors, que les choses soient claires tout de suite entre nous, lorsque je parle des fonctionnaires, lorsque Lénine cible en particulier les fonctionnaires, il ne cible pas, il ne parle pas des fonctionnaires qu'on peut connaître nous, fonctionnaires de l'éducation nationale, j'en suis un en plus, de l'hôpital public, des mairies, des régions, des départements. Non, il s'agit de cette administration, de cette haute administration chargée de faire fonctionner les rouages de l'État, comprenant des fonctionnaires inamovibles, bénéficiant de privilèges extrêmement importants. Et quand on dit que l'État, c'est cet organisme qui petit à petit s'élève au-dessus de la société et lui devient de plus en plus étranger, eh bien vous en avez là une illustration. Au passage, et d'ailleurs Lénine l'aborde largement dans son ouvrage, que tout cela est un lien direct avec une corruption endémique et systémique est bien évidemment une évidence. Tout ceci étant posé, on le voit, en tout cas c'est ce que je me suis efforcé de démontrer en paraphrasant l'ouvrage de Lénine, non, l'État n'est pas un instrument de conciliation entre les classes. L'État est un instrument de domination d'une classe par une autre. L'État est un instrument, un organisme chargé de la répression d'une classe par une autre. Et cela, et j'insiste sur ce point, quelle que soit la forme que prend la domination politique de la bourgeoisie. Alors bien évidemment, une fois que j'ai dit ça, je m'empresse de faire une précision. Nous ne sommes nullement indifférents à la forme que prend la domination politique de la bourgeoisie. Tout le monde comprend aisément, sans même qu'il soit nécessaire, j'allais dire, de l'expliquer, que ça n'est pas la même chose de vivre, de combattre, de militer, selon qu'on est dans une république démocratique, dans une république bourgeoise démocratique, ou bien dans un régime bonapartiste, dont la nature et la fonction, alors il se trouve que les institutions de la Ve République n'ont pas pu aller jusqu'au bout, elles n'en restent pas moins autoritaires, mais dont la fonction, le régime bonapartiste, est d'intégrer les organisations syndicales à la machine de l'État. Et je ne mets évidemment pas un signe égal avec un régime fasciste dont l'objet est d'écraser, d'écrabouiller la classe ouvrière et d'éliminer purement et simplement ces organisations de classe.
Nous sommes d'autant moins, d'ailleurs, indifférents à la forme que prend la domination politique de la bourgeoisie que ça change évidemment considérablement les conditions du combat de la classe ouvrière. La République démocratique est de loin, Lénine y insiste, est de loin la forme la plus favorable pour l'expansion, pour le développement du combat de la classe ouvrière. Vous comprenez bien qu'un régime qui non seulement reconnaît, qui n'inquiète pas, nous n'y sommes pas, mais qui n'inquiète pas les organisations dont la classe ouvrière est dotée, ce que Trotsky appelle les bastions de la démocratie prolétarienne au sein de la société bourgeoise, les associations, les clubs et bien évidemment les organisations syndicales. Un régime qui reconnaît ces formes et qui ne les inquiète pas, bien évidemment, est favorable à l'expansion du développement de la classe. Mais, et je reviens au point de départ, chacune de ces formes, eh bien, et même la République bourgeoise la plus démocratique, a pour fonction d'assurer le maintien du rapport d'exploitation capitaliste, ce que Lénine appelle la dictature capitaliste exercée sur l'esclavage salarié. Au passage, d'ailleurs, une petite précision, parce que le cours actuel des choses montre quand même que partout les conquêtes démocratiques sont directement menacées. Alors, elles le sont ici. J'ai parlé de la faiblesse de ce pouvoir qui le conduit sur une pente de plus en plus autoritaire, parce que c'est son principal levier pour poursuivre justement sa politique. Mais vous savez, camarades, c'est une tendance d'ensemble. L'impérialisme cherche aujourd'hui à renforcer dans des proportions absolument considérables le degré d'exploitation de la classe ouvrière, à tel point que toute trace de conquête collective, d'acquis collectifs, de droits collectifs, devrait disparaître. Et dans ce cadre, camarades, chacune des conquêtes démocratiques, la moindre des conquêtes démocratiques, se trouve par définition remise en cause, en tout cas directement menacée. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, quelle que soit la forme de domination politique de la bourgeoisie, même une république bourgeoise, il s'agit toujours d'assurer la dictature de la classe capitaliste. Lénine, dans son ouvrage, cite abondamment les polémiques qui, avant lui, ont traversé la première et la deuxième internationale. Il cite notamment les polémiques auxquelles Engels se livre avec la direction du Parti social-démocrate allemand, auquel il accordait la plus grande importance parce que le Parti social-démocrate allemand, c'était le parti prolétarien le plus puissant et le plus organisé. Et il met en garde en permanence les dirigeants du Parti social-démocrate allemand sur ce qu'on appelle l'opportunisme, c'est-à-dire la tendance à s'adapter à l'État, à l'État bourgeois, à l'État capitaliste, à s'adapter à ces institutions et en quelque sorte à céder devant elles. Ces polémiques n'étaient pas, le fruit d'un cerveau un peu délirant. J'attire quand même votre attention sur le fait que les dirigeants du Parti social-démocrate avec lesquels Engels a polémiqué, avec lesquels également Lénine a polémiqué, ce sont ceux, à l'exception de Karl Liebknecht, qui refuse en 1914 de voter les crédits de guerre, qui précisément parce que, à un moment donné, l'État, en tout cas c'est ce qu'il considère, a le dernier mot, décide de capituler devant le pouvoir d'État, devant leur impérialisme, et vote les crédits de guerre. Les dirigeants socialistes français, britanniques, etc., feront la même chose. Et basculeront du coup dans l'union sacrée non pas qui facilitera, mais qui enverra à la boucherie des millions d'hommes. Donc ces polémiques, bien évidemment, vous voyez bien qu'elles se ramènent en définitive, comme je disais tout à l'heure, à l'attitude des révolutionnaires vis-à-vis de l'État. Mais je voulais citer un autre exemple, qui est la question du suffrage universel. La conquête du suffrage universel
de la démocratie, c'est ce que le manifeste du Parti communiste que vous avez évoqué il y a un mois à peu près, c'est, dit le manifeste du Parti communiste, l'une des tâches prioritaires les plus importantes du prolétariat militant. On en connaît la portée, mais on en connaît aussi les limites. Et je voudrais vous lire ce que dit Engels aux dirigeants du Parti social-démocrate. On est à la fin du XIXe siècle. Donc il dit, le manifeste du Parti communiste avait proclamé la conquête du suffrage universel comme l'une des plus importantes tâches du prolétariat militant. Si le suffrage universel n'avait donné d'autre bénéfice que de nous permettre de nous compter tous les 3 ans, que d'accroître par la montée régulièrement constatée, extrêmement rapide du nombre des voix, la certitude de la victoire chez les ouvriers, dans la même mesure que l'effroi chez les adversaires, et de devenir notre meilleur moyen de propagande, ce serait plus que suffisant. Mais il a encore fait davantage. Il parle du suffrage universel. Avec l'agitation électorale, il nous a fourni un moyen qui n'a pas son égal pour entrer en contact avec les masses populaires là où elles sont encore loin de nous, pour contraindre tous les partis à défendre devant tout le peuple leurs opinions et leurs actions face à nos attaques, et en outre, il a ouvert à nos représentants au Reichstag une tribune. Camarades, moi, cette formulation, je la reprends totalement à mon compte. J'ai tendance à considérer que les 8 millions de voix de Mélenchon aux dernières élections présidentielles, les 22% qu'il a fait, même si ça ne lui a pas permis, pour les raisons qu'on sait, d'accéder au deuxième tour, eh bien, ça permet de mesurer le degré de maturation du prolétariat. Et je considère que ce qu'on essaye de faire à l'Assemblée nationale avec le groupe parlementaire La France Insoumise, qui, je le redis, a voté contre les crédits militaires, qui s'est comporté comme il s'est comporté pendant la bataille sur les retraites, refusant de jouer le jeu des institutions, ce qui nous a été quand même largement reproché, eh bien, je considère que ça, étant donné la nature de ces institutions et de ce Parlement, étant donné ce qu'est l'État, eh bien, c'est plus, comme le dit Engels, c'est plus que suffisant. Parce que, oui, c'est un outil, mais non, ça ne saurait être un outil suffisant. Parce qu'on y revient toujours. Tant que l'État bourgeois subsiste, les rapports d'exploitation capitaliste subsistent. Et donc, il faut aller jusqu'au bout de la logique. Si, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'État est un organisme de domination et de répression d'une classe par une autre, alors, il faut être clair, l'émancipation de la classe ouvrière est impossible sans une révolution mobilisant les plus larges masses et arrachant le pouvoir d'État aux mains de la minorité d'exploiteurs. Lénine utilise dans son ouvrage le terme de révolution, il va droit au but. Révolution violente, dit-il. Ben oui, parce que camarades, ne nous payons pas de mots. La minorité exploiteuse ne se laissera pas dépouiller du pouvoir sans réagir. Regardez comment Macron réagit face à des manifestations de masse contre sa réforme des retraites. Bien, je ne vais pas jusqu'au bout, vous m'avez compris. Mais sans une révolution mobilisant les plus larges masses, l'émancipation de la classe n'est pas possible. Et elle n'est pas possible sans la suppression du pouvoir d'État qui a été créé par la classe dominante. Alors, le précédent exposé sur le manifeste du Parti communiste rappelait que la perspective affirmée par le manifeste du Parti communiste, c'est la nécessité de la prise du pouvoir politique par la classe ouvrière. Et le manifeste précise, la première étape dans la révolution, c'est l'élévation du prolétariat en classe dominante. Le manifeste du Parti communiste ajoute la citation, ce que je vais citer, le passage suivant. Le prolétariat se servira de sa suprématie politique pour arracher tout le capital à la bourgeoisie, centraliser tous les instruments de production entre les mains de l'État, c'est-à-dire du prolétariat organisé en classe dominante. Le prolétariat organisé en classe dominante, camarades, c'est ce qu'on appelle la dictature du prolétariat. Alors, la dictature du prolétariat, évidemment,
surtout après toutes les déformations monstrueuses et les accusations dont le marxisme a été l'objet, le terme de dictature, bien évidemment, peut effrayer. On ne désigne pas par dictature du prolétariat un régime, autoritaire. On désigne un pouvoir d'État capable de contraindre la minorité exploiteuse à céder le pouvoir d'État, capable aussi de mater sa résistance, parce que je l'ai dit, elle ne sera pas sans opposer de résistance, et surtout capable d'organiser les plus larges masses exploitées pour fonder un nouveau régime, débarrassé des rapports d'exploitation. Et c'est là que se pose une question. Alors là, pardonnez-moi, il faut que je reprenne mes notes, parce qu'il y a quand même des passages que je veux citer et que je ne connais pas par cœur. Voilà, c'est ça. C'est là que se pose une question, voilà. Lénine pose la question suivante. Est-ce qu'une organisation de ce type est concevable sans avoir au préalable détruit et démoli la machine d'État que la bourgeoisie a créée pour elle-même? Et là, on est face à une question absolument, absolument cruciale. La réponse à cette question, et Lénine y insiste, Marx ne l'a pas tirée de son cerveau génial, même si par ailleurs il était de toute évidence génial, mais il l'a tirée de l'observation des faits, du développement réel de la lutte de classe. Le manifeste du Parti communiste est écrit en novembre 1847, et quelques temps après éclate un peu partout en Europe d'ailleurs, des soulèvements révolutionnaires au printemps 1848. Là où ça va aller le plus loin, là où ça va prendre la forme la plus aiguë, c'est en France, où s'ouvre une période qui va de 1848 jusqu'à 1851 et qui conduira le sinistre Louis-Napoléon Bonaparte, le futur Napoléon III, à prendre le pouvoir par un coup d'État le 2 décembre 1851. Au passage, petite anecdote, j'ai vu l'autre jour dans un reportage que Brigitte Macron aime à montrer à ses visiteurs le bureau de l'Élysée depuis lequel Louis-Napoléon Bonaparte a ordonné le coup d'État du 2 décembre 1851. Je ferme ici la parenthèse. Bien. Alors, en 1848, il se produit un tournant qui est déjà inclus d'ailleurs, qui est déjà contenu dans le manifeste du Parti communiste. Ce tournant, c'est quoi? Jusque-là, le prolétariat avait été utilisé par la classe bourgeoise comme un bélier pour atteindre ses objectifs politiques, comme un bélier contre la noblesse qui s'accrochait à ses derniers privilèges et contre le pouvoir royal. Mais en 1848, il se passe quelque chose. Le prolétariat se mobilise, la classe ouvrière se mobilise sur ses propres exigences, sur ses propres revendications. Et la bourgeoisie va immédiatement réagir en réprimant avec la dernière violence, en faisant couler le sang, en réprimant dans le sang l'insurrection prolétarienne. À partir de là, il apparaît nettement que classe bourgeoise et classe ouvrière ont des intérêts qui sont radicalement opposés et qui sont irréconciliables. Et puis les développements s'enchaînent. Et ces développements vont conduire, comme je l'ai dit, au coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte en 1851. Alors, je résiste pas au plaisir de vous lire ce passage qui est tiré d'un ouvrage que Marx écrit juste après cette période qui va de 1848 à 1851 et qui s'intitule « Le 18 Brumaire de Louis-Napoléon Bonaparte ». Il dit « Jusqu'au 2 décembre 1851, elle, la Révolution, n'avait accompli que la moitié de ses préparatifs. Maintenant, elle accomplit l'autre moitié. Elle perfectionne d'abord le pouvoir parlementaire pour le renverser ensuite. Ce but une fois atteint, elle perfectionne le pouvoir exécutif, le réduit à sa plus simple expression, l'isole, dirige contre lui tous les reproches pour pouvoir concentrer sur lui toutes ses forces de destruction. » J'y insiste, j'y reviendrai. Et quand elle aura accompli la seconde moitié de son travail de préparation, l'Europe sautera de sa place et jubilera, bien creusé, vieille taupe. 20 ans après, c'est la Commune de Paris, et ça aussi, je vais y revenir. Mais un peu plus loin, Marx apporte cette précision, cette explication supplémentaire qui est extrêmement importante. Il dit, jusque-là, tous les bouleversements et tous les soulèvements révolutionnaires n'ont fait que perfectionner la machine de l'État au lieu de la briser.
On est en 1851, je l'ai dit. Et donc, la question qui se pose, c'est faut-il, à l'occasion d'une révolution qui pose la question de la prise du pouvoir politique par le prolétariat, par la bourgeoisie, faut-il se couler dans les vieilles institutions héritées, créées pour elle par la bourgeoisie, ou faut-il au contraire les démolir pour la remplacer par un pouvoir d'État d'une autre nature, un pouvoir d'État qui assure cette fois-ci la domination politique, la domination politique du prolétariat. Et en 1852, donc un an après les événements que je viens de rappeler, Marx écrit la chose suivante. Alors attendez, oui voilà, c'est ça. Et là, on a, là d'une certaine manière, ça concentre tout. C'est une lettre qu'il écrit à l'un de ses interlocuteurs qui s'appelle Weidemeyer. Et il dit, on a coutume de considérer que moi, ce que j'ai apporté, c'est la reconnaissance de la lutte de classe. Mais pas du tout. La reconnaissance de la lutte de classe, avant moi, des historiens bourgeois étaient parfaitement conscients de l'existence de la lutte de classe, et d'ailleurs, ils ont écrit dessus, ils l'ont théorisé, etc., etc. Et voilà ce qu'il dit. Moi, ce que j'ai apporté de nouveau, c'est de démontrer, petit 1, que l'existence des classes n'est liée qu'à des phases historiques déterminées du développement de la production. Je vous renvoie à ce qui a été expliqué lors de l'exposé précédent. Que la lutte des classes mène nécessairement à la dictature du prolétariat, et que cette dictature elle-même ne représente que la transition à l'abolition de toutes les classes et à une société sans classe. Alors, là, on est, j'allais dire, au cœur du problème. Non, il ne s'agit pas de se couler dans le moule des vieilles institutions héritées du passé, créées pour réprimer la classe ouvrière par la bourgeoisie et perfectionnées sans cesse par la bourgeoisie pour mater et réprimer la classe ouvrière. Ces institutions, il s'agit de les briser, il s'agit de les détruire et de les démolir pour les remplacer par un pouvoir d'État qui établira la domination politique de la classe ouvrière, donc la domination politique de l'immense majorité. Et cela, c'est la dictature du prolétariat, j'allais dire d'une certaine manière. Quoi de plus démocratique d'ailleurs que cette dictature du prolétariat? J'insiste sur le dernier passage que j'ai lu. Quand Marx dit « voilà ce que moi j'ai apporté », le troisième point sur lequel il insiste, c'est cette dictature, donc la dictature du prolétariat, elle-même ne représente que la transition à l'abolition de toutes les classes et à une société sans classe. L'objectif est bien celui-là, établir un régime débarrassé des rapports sociaux d'exploitation, et par là même est aller, ça ne se fera pas en un claquement de doigts, mais jeter les bases d'un régime qui permettra à terme d'établir une société sans classe. Et je reviens à la définition initiale de l'État. Si l'État est un organisme de domination d'une classe par une autre, dès lors qu'il n'existe plus de classe, vous comprenez bien qu'il n'est plus besoin d'État. Et donc, la dictature du prolétariat est une phase transitoire à partir de laquelle l'État, d'une certaine manière, devient un non-État, comme le dit à plusieurs reprises Lénine. L'État progressivement dépérit, se met en veille, entre en quelque sorte en extinction. Alors les processus dont je parle sont des processus à long terme, et puis surtout ils font intervenir les développements réels, concret de la lutte de classe. J'y reviendrai au sujet de la Commune et de la Révolution de 17. Alors, au moment où il écrit ça, j'ai cité sa lettre à Weidemeyer en 1852, Marx n'a pas encore connaissance du contenu réel que peut prendre cette dictature du prolétariat. Je l'ai dit, et Lénine il revient en permanence, il ne sort pas ça de son cerveau. Il part à chaque fois de l'évolution des développements réels, des développements politiques réels. Et c'est la Commune de Paris qui va se charger de donner un contenu concret, précis, à ce qu'est la dictature du prolétariat. Vous le savez, la Commune de Paris, qui a été impitoyablement réprimée
par le pouvoir à l'époque basé à Versailles. D'ailleurs, ça me rappelle qu'à l'Assemblée nationale, juste dans la salle des conférences, il y a un tableau auquel je rêve de foutre le feu, où on voit tous les députés, pas nous, hein, mais les députés de la Troisième République naissante, se prosterner devant Thiers, proclamé sauveur de la patrie. À vomir. Bien. Alors, un exemple des mesures qui ont... Cette commune de Paris, elle a duré 72 jours. Voilà les mesures qui ont été prises en 72 jours. J'en cite quelques-unes. Réquisition des usines dont les patrons étaient incapables d'assurer la gestion. Suppression du travail de nuit pour les catégories qui étaient soumises. Réquisition des logements vacants pour les ouvriers sans logement. Ça fait rêver. Hein. Moi, je suis député dans un département où il y a, au moment où on parle, 120 000 demandes de logements non satisfaites. Et je ne vous parle même pas des familles qui s'entassent dans des logements insalubres, qui sont totalement indignes et qui font honte. Remise de l'ensemble des loyers en retard. Mesure de salubrité publique pour tous ceux qui sont pris à la gorge. Abolition des amendes qui étaient imposées aux travailleurs par les patrons qui les mettaient à l'amende comme un moyen de répression, bien évidemment. Adoption d'un décret limitant à 8 heures la journée de travail. Instauration de l'instruction publique, laïque et gratuite, que cette 5e République, d'ailleurs, n'a de cesse d'attaquer et qu'elle cherche en ce moment même à liquider, purement et simplement. Expulsion des congrégations religieuses de l'école et séparation de l'Église et de l'État. On est en 1871, on n'est pas en 1905, on est en 1871. Loi, et pour la première fois, sur l'égalité juridique des femmes et des hommes, et encouragement de l'organisation spécifique des femmes travailleuses. Voilà ce qu'accomplit une révolution. Règle, et là c'est quand même... Alors, vous voyez que l'inventaire de toutes ces mesures, oui, ça fait rêver. 72 jours, hein, 72 jours. Comparez ça au palabre interminable au Parlement et vous aurez un exemple concret de ce que peut et de ce que fait un État ouvrier. Mais vous me direz, mais comment c'est possible? D'autant plus qu'il vient de dire qu'il faut briser et détruire les institutions héritées du passé. La commune ne s'est pas contentée de prendre par décret ces mesures d'urgence. Il s'est assuré que ceux qui étaient chargés de les décider, mais également de les mettre en œuvre, eh bien, étaient révocables à tout moment et sans exception. Alors ça, c'est le meilleur moyen, d'ailleurs, de casser les pattes à tous les arrivistes de tout poil qui ont les dents qui rayent le parquet. Ça, je vous prie de le croire. Et leur rémunération est au maximum le salaire d'un ouvrier. Je disais tout à l'heure, l'État, c'est cet organisme chargé de la répression d'une classe par une autre qui s'élève progressivement au-dessus de la société. Là, c'est le contraire. Cet État ouvrier, il ne s'élève pas au-dessus de la société. Au contraire, il prend des mesures permettant le contrôle par la masse qui désigne ses délégués, qui désigne ses mandataires pour qu'ils effectuent effectivement le mandat dont ils rendent compte. Et si ça ne colle pas, eh bien, ils sont révoqués. Et puis, bien évidemment, et ça, c'est une mesure absolument essentielle qui est prise immédiatement, abolition de l'armée permanente et de la police. Et donc, armement de la population. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, comparer ce qui a été fait en 72 jours par la commune au palabre interminable au Parlement, et vous aurez donc une idée de ce que peut un État ouvrier, et je ne résiste pas, parce que je suis sûr que pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous allez lire l'État et la Révolution, je ne résiste pas au plaisir de vous renvoyer au passage, c'est dans le chapitre 3, me semble-t-il, où Lénine dit qu'il faut en finir avec le parlementarisme. Parlementarisme qu'il décrit, c'est pas moi qui vais lui donner tort, comme une quantité de temps et d'énergie dilapidée en palabres et en blabla incessants pour nous occuper, je vous prie de croire qu'il nous occupe, mais en même temps,
eh bien, la commune, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle s'emploie à faire? Elle supprime le parlementarisme, mais pour le remplacer par un corps agissant, à la fois exécutif et législatif, où ceux qui sont élus, je le dis, sont chargés de mettre en œuvre le mandat qui leur a été confié et sont chargés de, d'en rendre compte. Alors, cela, moi j'y insiste, n'invalide absolument pas le rôle que joue aujourd'hui, malgré toutes les pressions, n'ont pas manqué, notamment pendant la bataille des retraites, pression pour rentrer dans le moule des institutions, le groupe insoumis à l'Assemblée. Quand je tape sur le parlementarisme, ça n'invalide pas ce que le groupe parlementaire auquel moi j'appartiens, ce qu'il fait, ce qu'il assume de faire. Moi, je m'honore d'appartenir à un groupe parlementaire qui a tenu bon face aux pressions de ceux qui lui disaient qu'il faut aller directement au vote sur l'article 7, sur la réforme des retraites. Au compte de quoi l'article 1 qui liquidait les régimes spéciaux, il ne fallait pas en parler. Et au compte de quoi on était sûr d'ailleurs que si vote il y avait, eh ben, la réforme allait passer et Macron allait pouvoir se targuer d'une légitimité parlementaire. On a bloqué, on a eu 1000 fois de le faire. De la même manière qu'on a eu 1000 fois eu raison de dire le référendum d'initiative partagée ou populaire, je ne sais jamais, le RIP, on va y aller plus qu'avec des pincettes et plus que sur la pointe des pieds. Parce que, au même moment, il y avait des manifestations très régulières, il y avait des secteurs qui essayaient de bloquer. C'était ça la question centrale, et c'était pas le RIP auquel, par ailleurs, personne ne comprend grand-chose. Et je m'honore, je l'ai dit déjà, mais je le répète, d'appartenir à un groupe qui n'est pas dans l'union sacrée avec ce gouvernement. Je m'honore, même si je ne le cache pas, moi j'ai des divergences avec mes camarades insoumis, notamment sur la question de la livraison, des livraisons d'armes au régime ukrainien, qui est une question cruciale, mais je m'honore d'appartenir à un groupe parlementaire qui a dit la loi de programmation militaire, eh ben non, on votera contre. Parce que l'alignement sur l'OTAN, parce que l'alignement sur l'impérialisme américain, qui est en train d'allumer tous les feux et de jeter des litres et des litres de kérosène sur des brasiers incandescents en ce moment même, eh ben non, ce sera sans nous. Eh ben, je m'honore d'appartenir à un groupe parlementaire de ce type. Voilà, camarades, je n'ai pas le temps, bien évidemment, d'évoquer tous les points qui sont contenus dans l'ouvrage de Lénine. Il ne m'appartient pas. Alors, il y a un chapitre qui, initialement, devait être rédigé par Lénine. C'est celui sur la révolution russe de 1905 et la révolution russe de 1917. Mais comme il le dit dans une note qui figure à la fin de l'ouvrage, mieux vaut participer aux événements eux-mêmes que de les commenter de loin en spectateur. Alors, 1917, il suffit de prendre les décrets qui ont été pris. Je parlais de la Commune, de la rapidité avec laquelle, en 72 jours, le premier État ouvrier prend des mesures d'urgence, des mesures radicales. On peut en dire autant de l'État soviétique, qui décrète la paix, et de manière unilatérale, qui décrète la terre aux paysans, et qui prend toute une série de mesures extrêmement progressistes, en quelques jours et en quelques jours seulement. Alors il ne m'appartient pas ici, ce sera l'objet d'un exposé ultérieur, je suis sûr que le camarade Lucien y reviendra dans l'exposé sur les 3 internationales, inévitablement il y reviendra. Je ne reviens pas sur l'évolution qui a été suivie par l'URSS et qui résulte de l'isolement de la révolution bolchevique, enfin de la révolution russe, de la révolution soviétique, mais je l'ai dit, les exemples que je viens de citer montrent ce qu'un État ouvrier permet d'accomplir. Et pour jeter les bases d'un nouveau régime et aller vers une société sans classe, juste parce que j'adore ce passage et que ça rappelle ce pourquoi nous combattons, un ouvrage pour lequel j'ai une affection particulière de Trotsky, « Le marxisme et notre époque ». Voilà ce qu'il écrit, on est à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Pour sauver la société, vous allez voir à quel point c'est d'une actualité, on pourrait coller ces mots-là sur l'actualité immédiate. Pour sauver la société, il n'est nécessaire ni d'arrêter le développement de la technique, ni de fermer les usines, ni d'accorder des primes aux fermiers pour saboter l'agriculture, ni de transformer le tiers des travailleurs en mendiants, ni de faire appel à des fous comme dictateurs.
Toutes ces mesures contraires aux intérêts de la société sont inutiles. Ce qui est indispensable et urgent, c'est de séparer les moyens de production de leurs propriétaires parasites actuels. Je ne vous fais pas l'affront de vous rappeler le montant des dividendes versés aux actionnaires au dernier semestre. Rien qu'en France, ça se monte à plus de 80 milliards. Et on nous emmerde avec 12 milliards qui manqueraient dans les caisses de retraite, passons. Et d'organiser la société d'après un plan rationnel. J'insiste sur organiser la société d'après un plan rationnel. Après quoi, il serait enfin possible de guérir réellement la société de ces maux. Tous ceux qui le doivent trouveraient du travail, la longueur de la journée de travail diminuerait graduellement, les besoins de tous les membres de la société trouveraient des possibilités de satisfaction de plus en plus grandes, les mots pauvreté, crise, exploitation disparaîtraient de la circulation, le genre humain franchirait enfin le seuil de la véritable humanité. Voilà pourquoi nous combattons une société débarrassée des rapports sociaux d'exploitation, des rapports d'exploitation capitalistes, et jetant les bases d'une société reposant sur l'appropriation collective, permettant de conduire à la société sans classe et sans État dont j'ai parlé. Voilà, camarades, quelle est notre perspective, et voilà ce qui nous dicte bien évidemment notre attitude d'indépendance totale, parce que vous me direz, les soulèvements révolutionnaires dont parle Lénine, au cœur desquels il écrit, ce n'est pas l'actualité immédiate au moment où on parle. Oui, mais ce qui est d'une actualité immédiate, c'est ce à quoi conduit ce que je viens d'exposer sur l'État, c'est-à-dire une indépendance totale vis-à-vis de l'État bourgeois et de ses institutions, indépendance totale dont tous les développements actuels, je pense, montrent à quel point ils sont d'une actualité absolument brûlante. J'ai énormément parlé, donc je m'arrête ici et je vous remercie de votre attention.